bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Anne-Sophie Arbelot de Rouffignac. Anne-Sophie est avocate au barreau de Poitiers depuis 2009 et elle intervient en droit pénal, tant en défense qu'en victime. Et elle fait également de l'indemnisation du dommage corporel. C'est d'ailleurs sa matière d'exercice de prédilection. Anne-Sophie m'a été recommandée par Clémence Lemarchand, que je remercie grandement. Et c'est une interview, encore une fois, d'un caractère haut en couleur que je suis très contente de partager avec vous. Plus sérieusement, Anne-Sophie dégage en tout cas une confiance en elle et une sorte de rapport assez simple à la profession, à la vie et aux autres qui fait du bien, clairement. Un grand merci à Julie LD pour son avis laissé sur Apple Podcast, invitée ayant toujours quelque chose d'intéressant à dire et des questions très pertinentes qui aident à mieux comprendre cette profession d'avocat. Merci beaucoup Julie, ravie que le podcast te plaise et merci à vous tous qui prenez le temps d'écrire un avis et de laisser 5 étoiles pour mieux faire connaître le podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien ça demande pas grand chose et pour moi c'est d'une grande utilité. Donc encore une fois, je vous invite à prendre votre portable, à vous rendre sur la page de présentation de Fleur d'Avocat sur votre iTunes ou votre application Apple Podcast. Et si vous scrollez en bas, si vous allez vers le bas, eh bien vous allez voir que vous pouvez laisser 5 étoiles et surtout rédiger un avis. Les avis comptent un petit peu plus en termes d'algorithme que les étoiles, donc j'insiste sur les avis. Et là, vous pouvez expliquer en quoi est-ce que Fleur d'Avocat vous semble être une initiative absolument formidable. En quoi est-ce que je suis formidable, en quoi est-ce que les invités sont formidables. Bref, étendez-vous, répandez-vous sur votre amour pour ce podcast. Et je vous en serai très reconnaissante. Voilà, je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vous laisse donc en compagnie d'Anne-Sophie Arbelot de Rouffignac et de moi-même pour cette discussion qui, j'espère, vous plaira autant qu'elle m'a plu à moi. Bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie Arbelot de Rouffignac. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir, merci, c'est moi qui suis flattée. Alors Anne-Sophie, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Voilà, une excellente question. Comment et pourquoi par inadvertance ou par mégarde, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'était pas du tout un concours que je souhaitais présenter. À l'époque, notre directeur de master nous présentait ça comme une voie de garage, mais attendez, comme un métier de seconde déjà zone. Au master. Ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivée jusqu'à ce master? Jusqu'au master. En fait, je n'avais qu'une envie depuis que j'étais môme, c'était d'être commissaire de police. Ok. Dans la vision un peu téléfilm du truc, mais quand même ça m'a bercé, ça m'a guidée et je n'ai fait droit que pour ça. J'ai donc présenté ce seul concours, commissaire de police, qui s'est plutôt bien passé. Qui se présente après la L3, c'est ça? Non, commissaire c'est après le master 2. C'est l'équivalent ENM. En gros, faut déjà avoir un peu d'acquis. Ok. Et en fait, c'est un concours hyper élitiste, donc j'y allais vraiment les mains dans les poches. C'est très axé sur le droit public et le droit constit. Moi, j'ai fait que du privé et majoritairement du pénal. Donc mais du coup, pourquoi avoir fait du privé et du pénal alors qu'on sait qu'on fait du droit pour être commissaire de police? Parce qu'en fait, je suis d'un naturel assez confiant. Et du coup, je me suis pas dit que j'allais me faire raser. Pour moi, j'allais l'avoir, quoi. C'était évident. Et du coup, j'ai eu les écrits plutôt haut la main. Et en revanche, le grand O s'est très mal passé. Je me suis fait déboulonner de manière un peu sur mon âge, sur mon nom de famille, sur ma provenance.
En gros, j'ai été affublée de fascisme et de collaborationnisme. Enfin, j'ai rien compris, quoi. J'ai pas vu passer le truc. Pourquoi En fait, c'était que des questions hyper bizarres. Alors, le grand oral de commissaire, c'est particulier. C'est 11 ou 13 personnes, je sais plus, hein, dans un jury, qui sont en U autour de vous. Donc, en fait, pour arriver à parler à tout le monde, il faut quand même se tourner, il faut essayer de capter des regards. Et puis, c'est pas des moindres, hein. C'est des anciens ministres, c'est des préfets de police de Paris, c'est des gens qui sont hyper impressionnants. Et je devais avoir l'air tellement conne, et j'avais 23 ans, enfin je me suis rétamée, et ils m'ont dit oui, Arbelot de Rouffignac, quand même, vous savez combien il y a d'Arabes en France, et vous savez quelle est la pratique de la religion musulmane. Il y avait que des questions hyper orientées, et j'étais très mal à l'aise, mais hyper mal à l'aise. En plus on est des vraies familles de cathos tradis, j'étais pas du tout dans mes petits souliers. Et ils m'ont posé 3 questions qui m'ont fait trébucher toute seule. Pour vous, quelle est la notion, quel est le sens et la portée de la famille? Je dis la famille c'est super, enfin il en faut, c'est une assise, la famille, c'est trop bien. La famille c'est chouette, enfin bon voilà. Oui, et quelle valeur vous apportez au travail? Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai bossé, donc il faut bosser pour tout, pour y arriver, pour gagner sa vie. Enfin voilà, le travail c'est fondateur, ok. Et si vous voulez être policier, c'est que la patrie, la nation, ça a du sens. Je dis évidemment, enfin c'est un métier de service public, enfin oui, évidemment. Et donc là le mec conclut, donc travail, famille, patrie, c'est votre devise quoi. Bon là comment dire, c'est ce qui s'appelle un échec. Et je me suis effondrée, j'ai dit ouais sûrement, enfin vous dites ce que vous voulez, enfin voilà, je me suis rétamée quoi, donc j'ai pris une tôle et passerelle que je connaissais pas, ceux qui sont rétamés au grand oral ont une passerelle pour le corps de commandement, c'est-à-dire le corps des officiers, inspecteurs de police, quoi. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit oui, vous connaissez pas, mais on a envie de vous repêcher, venez. Du coup, je suis retournée à Paris présenter le truc avec mes pires Converse à trous. J'en avais rien à foutre, j'étais tellement dégoûtée de m'être fait raser que du coup, j'y allais vraiment en mode baba cool. Et du coup, ils m'ont pris. Je dis merde, on va peut-être y aller, peut-être essayer quoi. Je vais donc dans l'école des officiers en Seine-et-Marne. C'était joli, au milieu des champs de betteraves. Et en fait, ça m'a pas plu du tout. Mais pas plus du tout. Qu'est-ce qui vous a pas plu? Tout, la fonction publique, l'espèce de groupe de corps très spé, ce corporatisme malvenu, tout était pourri. Enfin, la liste serait tellement longue, il nous faudrait 3 heures, quoi. Sans compter que les conditions de vie étaient vraiment spé. Il fallait qu'on vive en internat obligatoire, donc avec des hommes, des femmes de tous les âges, de tous les niveaux socio-pro. Certains qui étaient comme moi des étudiants en concours externe et d'autres qui étaient des anciens gardiens de la paix qui faisaient de la promotion interne et qui avaient donc plutôt 55 ans. Il y en a qui avaient des familles, il y en a qui étaient célibataires. C'était très confus cette organisation et le tout à 500 km de chez moi. Moi, ça a eu don de m'achever. Donc finalement, j'ai démissionné de la fonction publique et parmi les concours que j'avais présentés et que j'avais eu, pareil, un peu je peux pas dire sans le travailler, mais sans le vouloir, en fait, plus à titre d'entraînement, j'avais le concours d'avocat. D'accord, donc en fait... C'était un entraînement, en fait. C'était un entraînement au concours, quoi. Avocat, c'était comme ceux qui passent avocat comme entraînement au concours avant de faire l'ENM. Ouais, c'est ça. C'était un entraînement. Et les matières étaient un peu différentes, il y avait beaucoup de droits des obligues, il y avait des choses que je connaissais pas, donc en fait c'était très complet. Quand je faisais tout, enfin les concours, les deux, l'un puis l'autre, c'était vraiment très complet sur la préparation, donc c'était intéressant de passer les deux. Et j'avais eu du bol, j'avais eu avocat aussi, donc j'ai rappelé l'école d'avocat ici, j'ai dit bonjour. Ici c'est à Poitiers. Ici c'est l'ECOA, l'école du Centre-Ouest des avocats à Poitiers, et le directeur ou la directrice, je me souviens plus, je crois que c'était une femme à l'époque, m'a dit écoutez, ils sont déjà rentrés depuis 1 mois, mais c'est pas grave, venez. Et je suis arrivée comme ça, comme une fleur, à l'école d'avocat. Et bon an, mal an, la scolarité s'est pas mal passée. J'ai trouvé ça intéressant et je suis restée. Pendant vos 5 premières années de droit et jusqu'à ces concours, je reviens quand même sur cette histoire d'avoir orienté un profil plutôt privatiste. Est-ce que c'est parce que les matières de droit privé vous plaisaient plus? Est-ce que c'était
Ah oui, c'est exclusivement pour ça. J'ai absolument pas accroché avec le droit public, qui au fond repose sur le principe de donner à l'État des pouvoirs disproportionnés par rapport aux citoyens, et ce qui de toute façon me heurte fondamentalement. Donc en fait, je trouvais que la matière était absurde. Je voyais pas pourquoi on donnait plus de droits à un tel qu'à un tel, et tout était dérogatoire, c'était que sur des jurisprudences de 1815. Il y a la modernité là-dedans, tout m'échappait. J'avais pourtant un excellent prof de droit public, Monsieur Carbonnier, qui était hyper sympa, qui essayait de rendre ça moderne, dynamique, mais il avait en face de lui un auditoire de vaches, la bouche ouverte. C'était déprimant, je pense. Et du coup, j'ai pas accroché. Le droit constitutionnel, c'est pareil, la manière dont c'était enseigné, alors que c'est passionnant, du coup, m'a complètement déboussolé. Les TD étaient pas très dynamiques, pas très vivants, et du coup, j'ai pas accroché avec la matière. En revanche, c'était une des matières principales de l'épreuve de commissaire. Et j'ai eu, j'ai plus 17 ou 18, enfin une note incroyable, parce que le sujet était intéressant. Mais la matière telle qu'elle était enseignée, elle m'avait pas botté du tout. Donc j'avais mis en touche toutes les matières publicistes en me disant bon bah ça jamais. Et est-ce que vous aviez fait des stages pendant ce cursus ? Ouais, j'ai toujours fait des stages. J'avais fait alors des stages en commissariat, même si c'était un peu difficile à obtenir, j'avais réussi à faire des stages en commissariat. Comment aviez-vous réussi à faire ces stages en commissariat ? Alors au départ, je crois que mon premier stage, c'était en cabinet d'avocat chez un pénaliste à Poitiers qui s'appelait Jean Damy. Ah, mais alors c'est quelle redondance, parce que j'ai interviewé, je sais plus si je vais le diffuser avant ou après vous, donc je vais pas dire son nom, mais un avocat poitevin, il y a 4 jours, et il a été collaborateur dans le cabinet de Jean Damy. D'accord. Et il en parle avec Aurélien. Oui. Le monde est tout petit. Oh là là, le monde est minuscule. Et en fait, voilà, bref. Et donc Jean Damy avait, j'allais dire, la carte de visite absolue du pénaliste local. Il connaissait tout le monde, et donc grâce à ses premiers stages chez lui, ça m'avait ouvert les voies et les portes du palais de justice, et puis ensuite du commissariat, et puis ensuite de la médecine légale. Donc en fait, j'ai fait des stages un peu dans toutes les professions parajudiciaires, mais en restant très axée sur le pénal. J'ai toujours fait que du pénal. Ouais. Et le stage, alors le monde est encore plus petit, parce que Jean Damy était un ami de mes parents. Je m'en suis souvenue le jour, je me suis dit mais quand même ce nom me dit quelque chose et tout, et voilà. Et non, et surtout, et le premier stage chez Jean Damy, ça a été une candidature envoyée par hasard, c'était le réseau, c'était... Non, en fait, ouais, alors c'était très ciblé, là encore, au pénal pur. À l'époque, je connaissais pas le concept des spécialisations, mentions de spécialisation, ça m'était vraiment très indifférent, mais il était connu, j'allais dire, en cette matière-là, donc j'avais candidaté chez lui exclusivement. Et il s'avérait que, alors là, ça remonte à loin, mais en gros, son ex-femme, je crois, sa première épouse, avait été une collègue de travail de ma mère. Et donc voilà, comme ça, j'avais réussi à 18 ans à balancer un CV sous une porte en mode forcing. Okay. Et ça avait marché. Voilà. Non, mais comme quoi, les connexions lointaines peuvent aussi être porteuses de fruits. La notion de village sert parfois à Poitiers. Ouais, mais pas qu'à Poitiers. Et ce premier stage en droit pénal, ça vous avait plu, dans un petit cabinet d'avocat, du coup ? J'avais adoré. Bon, d'abord, le personnage, il était transcendant. Il transportait, j'allais dire, au-delà du basique, au-delà du simple, au-delà de l'évident. Lui, son métier, c'était de rendre les choses complexes, compliquées, plus subtiles, plus nuancées. Donc forcément, pour quelqu'un de 18 ans, quand on lui dit le ciel est bleu et que vous avez un avocat qui dit absolument pas. Absolument pas. D'abord la couleur, c'est subjectif. Bam, ah bon, d'accord, ok, bon, enfin, tout était devenu beaucoup plus intellectualisé, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus creusé. Donc forcément, c'était passionnant. Et en plus, il était adorable. Moi, il m'avait emmené à une session d'assises. J'avais 18 ans, quoi. C'était très impressionnant, quoi. C'était le must, on va dire, du pénal dès mon premier stage. Donc bon, forcément, moi, j'étais sous le charme. Hein. Ouais. Et après ce stage, donc vous avez rayonné dans les professions parajudiciaires en utilisant un petit peu les ouvertures de porte que pouvait ouvrir Jean Damy. Est-ce que vous aviez demandé à du coup Jean Damy, est-ce que vous pourriez passer mon CV à telle juridiction, ou est-ce que juste le fait qu'il y ait Jean Damy sur le CV, ça faisait un peu sésame ouvre-toi ? En
fait, la simple présence au sein d'un palais de justice, à côté d'un avocat de renom ou de talent ou de bonne réputation, ça permet, alors pas de se faire des copains, mais d'élargir son réseau. Et donc en fait, on croise à Poitiers des magistrats, je sais pas moi, 10 ou 20 par jour. En tout cas, à l'époque, c'était le cas dans ce vieux palais de justice. Et donc, bonjour monsieur machin, tenez, regardez, c'est ma stagiaire, elle est sympa. Et donc 15 jours après, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai croisé avec Jean Damy, est-ce que vous verriez bien, j'aimerais faire un stage à l'instruction. En fait, il y a même pas besoin d'être présenté. Il suffit de croiser des gens, de pas être trop couillon et de se présenter et d'essayer, quoi. Et objectivement, ça a toujours marché. Enfin, j'ai pas trop de soucis là-dessus. J'ai eu de la chance à Poitiers. Il y avait un proc qui était très sympa, qui était jeune, qui faisait du football avec l'association des jeunes avocats locaux. Qui était un type très détendu, qui tout de suite m'a dit oui, super, comment on fait la convention? Ni lui ni moi ne savions faire de convention de stage, mais en fait, comme ça, au gré d'une discussion autour d'un café, il avait dit oui, et puis le juge d'instruction l'année d'après, qui connaissait bien, m'avait dit ah oui, ta stagiaire elle est sympa. Enfin, voilà, c'est de fil en aiguille, et on retient qu'il faut pas être trop couillon, quoi. Globalement. Mais ça c'est une règle absolue, hein, ça marche partout. Et d'accord, donc du coup, quand vous arrivez à l'ECOA pour vous rabattre peut-être sur le métier d'avocat, vous avez déjà bien vu tout le monde judiciaire autour du pénal, en fait. Et puis, vous aviez déjà mis un pied dans le monde professionnel et ça vous avait plu. Enfin, je veux dire, c'était pas un coup de chance total, pas un coup de chance dans le fait d'y être, mais plutôt dans le fait de vous dire, bon, peut-être que, Inch'Allah, ça me plaira, quoi. Je pouvais pas imaginer ce que c'était que l'exercice du métier, franchement, parce que tout ce que j'avais fait en cabinet d'avocat, c'était exclusivement chez Jean Damy. Tout le reste, c'était des stages juridiction, tribunal, commissariat, voilà. Donc vraiment, le métier d'avocat, je le connaissais pas, si ce n'est dans la rédaction des conclusions, éventuellement quelques rendez-vous clientèle. Je savais pas ce que c'était qu'un cabinet, la gestion de personnel, enfin voilà, l'intégralité du métier d'avocat, il m'était totalement inconnu. Donc je savais pas encore si ça me plairait. Je savais qu'il y avait certaines des attributions d'un avocat qui me branchaient, la plaidoirie, la relation clientèle, il y avait des choses que j'aimais déjà. Mais de là à dire que le métier allait me botter, ça c'était pas gagné d'avance, hein. Et du coup, les derniers stages en école? Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'étais un peu dispensée de ce qu'ils appelaient le PPI, là, le stage découverte en entreprise. En gros, comme j'en avais fait déjà 6 mois ou 8 mois ou 9 mois partout, ils m'ont dit, bon, effectivement, ça sert peut-être pas à rien. 6 mois, 9 mois, c'est hyper long. Donc, c'était pas que les étés. Vous faisiez peut-être en parallèle la fac en parallèle? Ouais, alors c'était quand même tous les étés depuis le bac. Donc c'était quand même déjà peut-être 1 mois et demi, peut-être pas toutes les vacances, mais 1 mois ou 1 mois et demi déjà chaque année jusqu'à la 5e année. Donc ça faisait peut-être déjà au moins 6 mois. Et puis effectivement en parallèle chez Jean, j'étais un peu restée les semaines, voilà. Donc bon, en gros, ils ont pris en cumulé. Ils sont hyper sympas à l'école. Ouais, je sais pas si ça fonctionne encore, mais c'est hyper souple. Donc du coup, ils m'avaient un peu dispensé, j'allais dire, de faire le stage en entreprise et ils m'ont autorisé à rester localement. J'ai fait du coup 3 mois de plus chez un avocat parce que finalement, avocat, c'est ce que j'avais quasiment le moins vu. Donc j'ai partagé mon stage de PPI 6 mois, 3 mois en cabinet d'avocat et 3 mois au tribunal avec le président de la chambre civile. Voilà, pour faire un peu plus large que ce que je savais faire. Ouais. Et le stage final? Et le stage final, je l'ai fait dans un cabinet historique de Poitiers qui s'appelle Druino, principalement aux côtés de Jean-Pierre Cosset, donc toujours en civil, pour essayer de rééquilibrer mes savoirs, pour pas faire que du pénal. Voilà. Et ça s'était bien passé? Ça s'était très bien passé, ouais. Il m'avait proposé de rester. J'étais pas restée parce qu'on voulait partir avec mon mari. On est parti en Charente. Donc je suis pas restée à Poitiers, mais je les ai retrouvés 5 ou 6 ans après. Quand je suis revenue à Poitiers, j'ai réintégré le cabinet de Druino, en fait. Et donc, début d'exercice, non pas à Poitiers, mais en Charente. Exactement, à Angoulême. À Angoulême. Et vous avez trouvé une collaboration à Angoulême? Comment... Alors, collaboration Angoulême, j'allais dire très facile à trouver puisque je n'avais envoyé qu'une candidature auprès du seul spécialiste en droit pénal et que vous connaissiez ou pas du tout? Que je connaissais pas du tout. Donc, juste Internet. Juste Internet, et en fait, il m'avait été recommandé par la directrice juridique du CHU de Poitiers.
mais que je connais. Voilà, qui était la sœur de la petite copine de mon petit frère à l'époque. Enfin, le truc est comme d'habitude totalement alambiqué. Et voilà, j'avais eu un entretien. C'était un tout petit cabinet à l'époque, le cabinet Béthune Poussé. C'était 2 associés. Et voilà, j'avais eu un rendez-vous. Ah là là, mais il y a vraiment trop de concordance avec Aurélien. Je suis en train de connecter. Parce mais c'est pas de mon fait. Non, mais c'est logique. On cherche les mêmes choses. On contacte les mêmes références. Enfin, c'est tout à fait logique, quoi. C'est tout à fait logique. Le parallèle, en plus, alors Aurélien, il doit être de la promo juste après moi. Mais du coup, à chaque fois, il a 2 ans ou 3 ans d'écart par rapport à moi, mais c'est exactement le même cheminement. Le même cheminement, ouais. Mais et donc du coup, je viens de me souvenir de son nom, Laurette Blomart. Blomart, qui donc la directrice juridique du CHU de Poitiers, qui vous en a parlé. De ce cabinet, et puis ensuite connexion, dépôt de candidature, et vous êtes prise. Et voilà. Trop cool. Et donc on donc aime j'enchaîne. Quand ça se passe comme ça. Ah mais on aime, ça se passe bien, ça se passe toujours comme ça, et voilà. Donc je commence chez eux en collaboration du coup exclusive vraiment avec Lionel Béthune de Moreau. Et qui me forme 100% à l'ancienne, royal. Alors on peut pas dire qu'il soit derrière mes basques toute la journée, mais si j'ai besoin de la moindre chose, il est derrière moi. Si j'ai le moins de pépins, il me sauve. Si j'ai le moins de clients mécontents, il lui met un taquet. C'est jamais de ma faute. En fait, il avait un dicton qui était incroyable et que j'espère appliquer si un jour j'ai des collaborateurs, qui consiste à dire aux clients: si ça se passe bien, c'est grâce à elle. Si ça se passe mal, c'est de ma faute. Donc en fait, le collaborateur n'est que en confiance. Et en même temps, d'un autre côté, pendant, je sais pas, peut-être 6 mois, il a intégralement relu tout ce qui est sorti de mon bureau. Voilà, c'était pas non plus le freestyle, c'était très surveillé, mais excessivement bienveillant. Voilà, très très porteur, très formateur. Et il venait d'être élu, ou l'année suivante, il était élu dauphin, donc pour passer bâtonnier. Et du coup, il m'a aussi beaucoup sensibilisé aux notions ordinales, à la déontologie et tout. C'était très intéressant. Ouais. Voilà. Et donc, un début de collaboration hyper heureux. Ah, mais hyper heureux. Et même une suite, j'imagine. Ça a duré combien de temps, cette collaboration ? Alors, 2009-2014, 4 ans et demi. Ouais. 4 ans et demi. Et voilà, comme toute bonne collaboration, ça s'arrête parce qu'il y en a un qui veut être associé et l'autre qui dit bah ça va être chaud quand même. Et à ce moment-là, donc en fait, au bout de 4 ans et demi, vous vous êtes dit, pour évoluer dans le cabinet, c'est l'association ou c'est comment ça se passe ? Ouais, c'est ça. En fait, le cabinet avait beaucoup grossi. Il avait une bonne dynamique de développement. En fait, les associés étaient jeunes. C'était des quadras, quoi. Et ils envisageaient de s'étendre au plan géographique, donc à Poitiers, alors que le cabinet était exclusivement d'Angoulême, puis à Bordeaux, et puis ils ont racheté des clientèles, ils ont élargi leur domaine d'intervention, et donc c'était excessivement dynamique, excessivement moteur, et moi ça me branchait vraiment, le projet d'entreprise, quel qu'il soit d'ailleurs, mais le fait d'entreprendre, moi ça me booste à mort, j'adore ça, donc forcément je me voyais dans ce projet. Et puis en fait, il s'est avéré que les autres associés de Lionel trouvaient que c'était pas forcément opportun d'avoir 2 associés dans le même domaine. Et il disait, et je comprends, aussi, je comprends parfaitement, que l'élève reste toujours l'ombre du maître et n'est pas la renommée ou la reconnaissance qu'il espère. Ça peut aussi être perturbant pour ce jeune associé, que ce soit pas lui qui soit demandé par les clients et ainsi de suite. Voilà. Et eux, en tout cas, en stratégie de développement, ils voyaient pas 2 associés dans le même secteur. Donc en fait, jusqu'à maintenant, les associations, c'était vraiment des associations d'expansion de clientèle, pour capter un nouveau domaine. Et de domaine, ouais, c'est ça. Ok. C'était pas une logique de on fait monter les gens et voilà. Non, et ça l'est toujours pas en fait, parce que du coup, ils ont associé, après mon départ, un jeune qui fait que des voies d'exécution de la procédure civile vraiment technique. Une autre jeune qui est à Bordeaux qui fait que de la procédure d'appel, et ici à Poitiers un jeune qui fait du droit public. Donc vraiment des matières spécifiques avec des positionnements marqués. Et bon, je comprends, l'avenir de la profession étant à la spécialisation, ils ont raison de le faire. Voilà. J'avais effectivement pas ma place dans cette vision-là de leur entreprise, quoi. Et comment vous l'aviez pris, ce refus d'association ? Alors sur l'instant, j'imagine excessivement mal.
C'est un truc dont vous aviez un petit peu parlé en amont, ou est-ce que ça a été une demande et puis tout de suite, on en a parlé longtemps et avant que eux-mêmes, j'allais dire, arrivent à déterminer leurs souhaits, leur envie, leur projet, il y a eu des discussions pendant des années dithyrambiques, à grands coups d'augmentation en disant attends, on n'est pas fixé, tiens, prends 500 balles de plus. Voilà, ils avaient confiance en moi autant que j'avais confiance en eux, et je crois qu'ils ont aussi mal vécu que moi je l'ai mal vécu, le fait de ne pas s'associer. Moi j'ai l'impression d'avoir été brutale avec eux, parce que du coup je leur ai dit là vous commencez à me gonfler, enfin stop, on arrête, voilà ma lettre de démission, maintenant soit vous me rattrapez soit je m'en vais. Donc eux ils l'ont vécu de manière très brutale, alors que moi j'avais l'impression que ça faisait 2 ans que j'attendais. Mais donc sachant que vous avez commencé chez eux et que manifestement vous avez commencé à en parler au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, vous en avez parlé hyper tôt. Enfin, hyper tôt, c'est comme si il y avait un jugement de valeur, mais ce que je veux dire, c'est que si je compare, par exemple, avec les pratiques parisiennes oui, bien autres, à 3 ans de collab, je connais assez peu de personnes qui se positionnent, et puis en plus de manière assez affirmée là-dedans. Donc, je le souligne, mais sans émettre de jugement de valeur en mode tête brûlée ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le sujet. Mais donc, ouais, au bout de ça veut dire qu'après 2 ans et demi de collab, vous avez commencé à en parler, vous aviez confiance là-dedans. Enfin, je veux dire. Ah oui, moi j'étais très confiante là-dedans, et ce d'autant que l'entreprise envisageait d'ouvrir un cabinet à Poitiers. Moi étant poitevine, ça aurait été utile pour eux, utile pour moi que je puisse revenir à Poitiers, ce qui était le projet de ma famille, et pour eux de bénéficier de mon réseau Poitevin. Et j'allais dire ça matchait pour tout le monde, mais ça ne rentrait pas dans le projet de l'entreprise, au sens disciplinaire. Mais ouais, c'était assez tôt, parce que au départ c'était un tout petit cabinet. Au départ c'était 2 associés et 3 collabs. C'était vraiment une micro-famille avec un sens du corporatisme et de la cohésion qui était vraiment inédit. Enfin, moi j'ai travaillé, j'avais l'impression de bosser en famille, quoi. Donc effectivement, c'est pas tellement que ça s'est imposé ou que je l'ai demandé, c'est parce que ça me semblait l'évidence, en fait. Et tout comme eux, pendant 1 an et demi, jusqu'à j'allais dire le point de rupture. Oui, n'ont jamais dit non. En fait, ils ont toujours négocié, cherché une manière, réfléchir à la bonne méthode, au bon projet. Voilà, il n'y a jamais eu de clash, j'allais dire, sur ce sujet, parce qu'en fait, on était plutôt tous d'accord sur l'idée que, en tout cas, en affectio societatis, ça posait pas de problème. Ouais. Bon, après, en pratique, c'était plus compliqué, mais. Ouais. Et alors maintenant, je me souviens de mon calendrier de programmation, donc je sais que Aurélien sera diffusé avant vous. Résultat, ça me permet de dire que Aurélien, il soulignait qu'il y avait potentiellement une autre incompatibilité avec cette association, qui était une distinction de clientèle, c'est-à-dire que lui, il avait quand même déjà pas mal développé une clientèle personnelle, mais très clientèle personnelle composée beaucoup de détenus, etc., alors que c'est un cabinet qui est plus qui accompagne plus des institutionnels et des gros comptes, et il disait donc à un moment en plus, parce que je disais dans le fait de faire monter un associé, enfin d'avoir 2 associés sur une même matière, si vous apportez de la clientèle, ça peut, enfin je veux dire ça peut se discuter. Il dit oui, mais j'apportais pas la clientèle que visait le cabinet, et voilà. Et donc je suis en train de connecter les différents points des différentes conversations. Ouais, moi j'avais moins cette difficulté du coup, puisque comme j'étais jeune entre guillemets dans ma carrière, la clientèle que j'avais, elle était modeste, elle était à la hauteur de mon nombre d'années de bar, 3. Ouais, donc vous, c'est pas quelque chose que vous aviez trop développé. Non, c'était moins problématique. Et puis s'il avait fallu renoncer à un client lambda au profit du cabinet, c'était une évidence que je me déchargeais, quoi. Ok. Et donc au bout d'un moment, lettre de démission sur un coup d'impatience de maintenant j'en ai marre de nos discussions qui n'aboutissent pas. Exactement. Mal vécu, mal reçu en tout cas de la part de mon ancien cabinet. Comme je vous disais, vécu comme brutal en tout cas. Ce qui moi me semblait pas l'être. Mais bon. Vous avez eu l'occasion d'en reparler? Alors avec Lionel Béthune, on n'a jamais été fâchés. Il a été meurtri et moi aussi qui m'ai pas soutenu à l'égard de ses associés. Mais voilà, bon, on est
On est à nouveau en très bon contact après une petite période de froid. Qui est-ce qui a réchauffé l'atmosphère? Oh, je sais pas, je crois que ça s'est réchauffé tout seul. Réchauffé au détour d'un croisement dans un c'est ça, ouais. Ça, voilà, on a été vexés tous les deux, mais parce qu'on s'aime bien, donc c'était aussi faire le deuil d'une relation professionnelle un peu particulière. Moi, il a été mon maître, j'ai été son élève. Voilà, c'était aussi gâcher une collaboration qui marchait bien, objectivement. Donc, je pense que voilà, l'un et l'autre, on s'est dit bon allez, on oublie ça. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste est-ce qu'on a envie de bosser ensemble? Donc voilà, de temps en temps, on se fait monter sur des dossiers, on s'envoie des clients. Voilà, l'entente est bonne. Et puis moi j'aime toujours l'homme qu'il est. Enfin voilà. Oui, bien sûr. Au-delà de l'avocat et de la robe, voilà, moi j'aime bien Lionel, donc j'ai pas de souci avec lui. Les autres en revanche, je crois qu'on s'est plus parlé depuis 5 ans. Hein. Mais parce qu'on se croise pas aux audiences, parce qu'on n'a pas l'occasion non plus, et puis parce que je suis plus à Angoulême, donc forcément les relations, même si elles sont pas glaciales, elles sont distendues, on se voit pas. Puis c'est un peu dur quand même de rester friendly avec des gens qui ont bloqué l'association dans un cabinet coup de cœur, quoi. Ouais. Après, bloqué ou pas bloqué, est-ce que c'est les circonstances, est-ce que c'est l'envie, est-ce que c'est un problème de personne, on le saura jamais vraiment, quoi. Donc je pense qu'il faut tourner la page, passer à autre chose. Next. Donc page tournée, et puis en posant cette lettre de démission et au-delà de l'émotion liée à l'affection liée à ce cabinet, est-ce que une envie de vous installer, une envie de retrouver une collaboration, quel était le projet et quelles étaient les appréhensions peut-être liées à, enfin voilà. Alors, une envie de collaboration, certainement pas. Tout sauf une collab. Non, en fait, quand je suis partie du cabinet, je me suis rapprochée donc du cabinet Druino, que je connaissais, en leur proposant une association en harpie, puisqu'ils étaient déjà organisés comme ça. Alors la harpie, c'est un truc un peu bizarre. C'est une espèce de société holding qui regroupe des structures d'avocats. Donc c'est associé, on va dire, mais sans être associé comme au sein d'une SCP avec les engagements que ça peut représenter, y compris financiers. Donc Druino, c'était un cabinet à Poitiers, un cabinet en Vendée. Poitiers, historiquement, du droit civil, du droit public et de la construction. Et le Vendéen qui était en harpie, c'était celui qui faisait du droit des affaires. Donc moi, je me suis rapprochée d'eux en leur disant « Coucou, bonjour, la Charente, vous y êtes pas. Je sais que vous voudriez y être. » Donc moi je vous offre la postulation, je vous offre le réseau, je vous offre le cabinet, je vous offre ma visibilité. Et vous de votre côté, vous m'offrez un bureau à Poitiers, puisque mon mari voulait rentrer à Poitiers, et le moyen, j'allais dire, de subvenir à votre cabinet en apportant une nouvelle carte que vous connaissez pas, le pénal. Donc ça leur a plu. Et puis au final, alors je pense qu'on a peut-être fait, je me souviens plus, mais peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois de collaboration avant de pouvoir j'allais dire ficeler un contrat d'association en harpie. Et donc mon cabinet, ma modeste structure individuelle a rejoint le groupe Harpie Druino. Voilà. Ok. Et alors, je crois qu'on pourrait s'arrêter au point d'interrogation. Et alors, c'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Et alors, j'ai mis un pied dans un truc que je maîtrisais pas. En fait, jusque-là, je n'avais connu que qu'une structure bienveillante avec des associés qui étaient avant des amis, en fait. Et là, je mettais le pied dans l'entreprise, la vraie, avec des gens qui voient pas forcément, j'allais dire, l'affectio societatis comme objectif principal, et qui essayent de structurer une entreprise à l'échelle du management moderne, structuré, comptable, avec des tableurs et tout. Et j'ai fait waouh, je vais avoir du mal. Mais comme j'étais très petite, capitalistiquement, très jeune, par rapport à mes associés, j'ai un peu rien dit, j'ai avalé beaucoup de couleuvres et puis un jour ça a explosé, quoi. Un jour j'ai fait bon allez. c'était quoi? C'était des histoires de rendement, des histoires de chiffres, d'apport de clientèle, ces couleuvres, les trucs avaient du mal à passer sur ce management moderne justement. Alors la
première chose qui m'a vraiment déplu, mais au plan moral, c'est que j'avais le sentiment, je peux pas dire que ce soit vrai, hein, je dis juste que c'est mon sentiment, que ce que je faisais était jugé peu crédible ou peu intéressant au regard du cabinet, qui, c'est vrai, travaille sur des matières excessivement intellectuelles, voilà, de voies d'exécution, de choses techniques, de droit de procédure, où on peut passer 4 heures à se poser la question pour savoir si c'est la virgule avant ou après. Voilà, bon, nous, c'est sûr qu'en pénal, on est un peu plus brutaux que ça, et en règle générale, on se pose moins de questions. Mais je pense que vous vous posez autant de questions, mais sur d'autres niveaux. je sais pas, ou en tout cas les réponses sont apportées plus vite, j'en sais rien, mais du coup il y avait un côté avocat intellectuel, avocat historique, l'avocat de droit civil, l'avocat qui est là depuis 90 ans, face à la petite matière, au droit pas vraiment noble, à la cause qui mérite pas vraiment d'être défendue. Voilà, il y avait, en tout cas moi j'avais le sentiment que ce que je faisais, ça les intéressait pas, ça leur apportait pas, et que du coup mon point de vue était toujours très minoritaire, quoi. Enfin, une fois j'ai un associé pour les affaires de gestion du cabinet. Enfin... Bah du coup ça se répercutait sur tout, quoi. Ouais. J'étais pas forcément peu entendue parce que ce sont des gens très courtois, donc la parole est toujours laissée, la parole est toujours donnée. Maintenant la vie, est-ce qu'il est écouté derrière? Force est de constater que jamais, quoi. Donc, à un moment ça devient un peu gonflant. Et puis à force d'essayer de persévérer, en fait mon espoir c'était de leur dire, j'avais l'impression de ne pas être suffisamment intégrée par ma matière et puis par cette organisation qu'on appelait Harpie là, qui faisait qu'on est associé de quelque chose mais dans laquelle il y a rien en fait, puisqu'on n'est pas associé des SCP, des CELAR, machin. Donc j'avais l'impression qu'on était dans une sorte de mésunion, un peu ensemble mais pas trop ensemble, et je leur disais il faut qu'on passe le cap. Si vous voulez que je m'intègre, si vous voulez que j'ai le sentiment que vous m'intégriez, il faut qu'on s'unisse et que on réfléchisse à une structuration de la société plus équilibrée en termes de tout, de parts, de rémunération, de temps de travail, de mandats sociaux, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une boutique qui compte 35 personnes qu'il faut qu'on s'y mette tous et il faut que chacun collabore à l'activité de l'entreprise. Et puis là encore, à nouveau, j'ai dû être trop brutale parce qu'ils l'ont mal pris. Ils ont pensé que je faisais une espèce de hold-up. Un putsch. Putsch. Donc voilà, donc la putschiste que je suis a donc de nouveau présenté sa lettre de démission et il dit voilà, j'arrête tout, je ne veux plus d'associés, je ne veux plus personne, foutez-moi la paix. C'est intéressant parce que ça veut dire que, enfin, vous avez commencé la réponse à la question et alors vous avez évoqué le fait qu'il y a eu cette histoire de management un peu moderne qui n'est pas passée, et puis paradoxalement j'ai l'impression que c'est au contraire une appétence au réel entrepreneuriat, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat où vous vous engagez, à l'entrepreneuriat avec une vision pour une société, avec une association qui a du sens, avec un projet qui va quelque part, avec une implication dans la société qui ne se cache pas de l'être, etc. Enfin, donc finalement beaucoup de management qui ces demandes-là se sont révélées être un échec et finalement ont soldé. Donc il y a comme un paradoxe en fait entre un management apparemment moderne, en tout cas dans peut-être l'aspect comptable, mais dans l'aspect plus de projet moins. En fait, l'idée c'était d'arriver en fait. Leur faire admettre l'idée que management c'était pas qu'un mot, que c'était pas qu'une thèse, que c'était pas que suivre des cours 3 heures par semaine pour le faire mieux, que c'était un esprit, c'était un groupe, c'était une structure, qu'il fallait un leader, qu'il fallait des gens qui boostent, qu'il fallait des gens qui tractent, que c'était une grande locomotive avec chacun des fonctions et qu'on pouvait pas tous être la tête ou tous être la queue, et que respectivement celui qui était bâtonnier cette année-là, fallait qu'il laisse la gestion parce qu'il aurait pas le temps, celui qui choisissait de faire une mention de spécialisation, fallait le décharger d'un tiers de son job pour qu'il puisse passer et obtenir sa mention. Voilà, que c'était un peu à géométrie variable, qu'il fallait aussi admettre qu'on ait des forces, des faiblesses. Il y en avait qui étaient super forts pour avoir des clients, qui ramenaient des clients, mais par paquet de 100 par semaine, et d'autres qui n'ont jamais dégoté un nouveau client, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont au sein du cabinet. Mais c'est pas pour autant qu'ils rapportent moins, c'est pas pour autant qu'ils ont moins de plus-value, c'est pas pour autant que on les méprise.
C'est juste qu'on avait tous des atouts et des faiblesses. Et ça, en fait, pour moi, il fallait pas le dire, mais il fallait au moins le poser, il fallait au moins le reconnaître pour qu'on puisse chacun se déterminer ensuite sur comment est-ce que tous ensemble, est-ce qu'on peut tirer au mieux parti de ses forces et de ses faiblesses pour que la structure dans l'ensemble, elle y gagne. Ouais. Et là-dessus, moi, j'ai pas du tout été entendue parce que, en fait, on m'a dit, bah oui, mais tu stigmatises, tu pointes du doigt, Et il se retranchait toujours derrière je peux pas dire la comptabilité, mais en tout cas la santé financière de l'entreprise, en disant mais en fait est-ce qu'on a besoin de faire ça, tout va bien, est-ce qu'on est légitime à se poser ce genre de questions ou à tout remettre en compte alors que ça marche comme ça depuis tant d'années. Bon si l'idée c'est de faire du passéisme ou de l'attentisme, alors là du coup moi c'est pas ma vision de l'entreprise quoi, clairement. Et je voulais pas être révolutionnaire, mais j'imaginais qu'il y avait un travail de réforme qui pouvait être fait pour que ces associés, puisque moi en tout cas quand je suis arrivée il restait 2 associés seniors de plus de 60 ans et au moment où je suis partie il n'y en avait plus, donc il restait que des quarantenaires et des trentenaires. J'avais imaginé quand même qu'à nous on était quand même capable de se poser et d'y réfléchir et de trouver des solutions, mais en fait pas du tout, donc je me suis dit là je m'y retrouve pas quoi. Tant pis, ouais. À nouveau, échec. Et donc, du coup, ça a duré combien de temps, cette tentative Et alors, 2014, 2018, 4 ans, pareil, à peu près. C'est un peu toujours la même période, en fait, au-delà de laquelle je dégoupille. Ouais. Y a une récurrence chez moi sur le 4 ans. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai une récurrence qui est vachement plus faible. Oups. C'est terrible. Non, mais je suis encore dans Fleur d'avocat, donc tout va bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Et pendant ces 4 ans, indépendamment de ces histoires de gestion et d'implication, parce que, comme on va dire, et alors, la question s'arrête là. Et alors, je pensais que ça avait duré 6 mois et que... Ah ouais, non, je suis persévérante. Moi, 4 ans de persévérance. À essayer de faire avancer un projet. Et est-ce que, quand même, au niveau développement de votre activité, à ce stade-là, ça s'est bien passé? Comment vous y êtes prise pour... Parce que, donc, résultat, vous étiez associé, vous étiez réinstallé à Poitiers? Alors, j'étais toujours inscrite en Charente. Oui. Donc, avocat au barreau de la Charente, avec mon cabinet en Charente, et des locaux à Poitiers. Et je vivais à Poitiers. Donc, en fait, je partageais vraiment mon temps, à peu près moitié-moitié, entre Angoulême et Poitiers. D'accord. Et sur le plan du développement de clientèle, l'idée c'était que l'implantation charentaise profite à tous. Donc moi, j'allais dire, moins fait de développement de clientèle pour ma partie à moi, à Angoulême sur le pénal, puisque j'en avais pas vraiment besoin. J'ai essayé d'en faire à Poitiers, pour que ça pérennise le pénal à Poitiers. Et eux, en revanche, ont fait beaucoup de développement de clientèle à Angoulême, parce que c'était le but. Il y a eu un chassé-croisé. Exactement. Quoi. Donc, pour le coup, ce que vous aviez proposé a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné, ouais. Et d'ailleurs, ça tentait si bien qu'ils ont toujours conservé le cabinet d'Angoulême. Je suis plus associée avec eux, mais ils ont du coup mis un associé à Angoulême, inscrit un associé à Angoulême, parce qu'évidemment, ça avait un intérêt. Ouais. Voilà. Et vous, à Poitiers, ce développement de clientèle, du coup, en pénal? Bon, ça a plutôt pas mal fonctionné, dirais-je. À partir de comment ça s'est fait, justement? Est-ce que ça a été la magie de... Non, pas de magie. Hein. Non. Et puis à Poitiers, il n'y a pas beaucoup de magie quand même. Il y a beaucoup trop d'avocats. Non, il y a beaucoup trop d'avocats pour que la magie opère. Non, en fait, Poitiers, mes associés ont été de vrais fers de lance pour moi. Ça faisait partie du deal de l'entreprise, c'est qu'on devait se promouvoir les uns les autres, promouvoir notre activité, ce nouveau pan du droit qui était intégré au cabinet. Donc ils ont complètement joué le job et du coup j'ai des clients qui sont arrivés qui n'étaient pas du tout dans mon escarcelle habituel. Des clients chefs d'entreprise, du pénal de l'urbanisme, du pénal des affaires, des choses plus diversifiées que ce que je pouvais avoir eu à traiter. Et parallèlement, pour ma part, un petit regret, moins de criminels lourds. Voilà, puisque quand on se consacre à la délinquance financière du chef d'entreprise et au redressement fiscal, on est quand même moins au taquet pour être en garde à vue au premier féminicide, quoi. Donc voilà, c'était des concessions à faire, mais
ils m'ont permis de toucher d'autres matières du droit que j'avais pas encore appréhendées, du pénal spécial, quoi. Donc en fait, votre clientèle est beaucoup venue par le cabinet et vous avez... À Poitiers, ouais. À Poitiers, et vous avez pas, enfin en tout cas pas dans le cadre de cette association-là, vraiment. C'est pas été un moment où vous vous êtes dit ok, donc maintenant il faut que j'aille chercher les clients et comment est-ce que je me développe, quoi. Mais en fait la chance que j'avais eue, c'est qu'à Angoulême on n'avait pas besoin d'aller chercher les clients, puisqu'il y avait un ratio, j'allais dire nombre d'avocats et densité de population qui était satisfaisant pour que tout le monde puisse avoir du travail. Et puis j'avais moi cette casquette d'élève de Béthune, donc ça m'amenait quand même déjà des dossiers. Et à Poitiers, cette réputation-là m'a suivi, donc en fait les gens de toute façon ont continué de travailler avec moi ou de faire appel à moi, même si j'étais à 150 km de chez eux. Donc à Angoulême, j'ai envie de dire, j'ai pas eu d'appauvrissement de ma clientèle. Et à Poitiers, celle qui est née est venue par le cabinet parce que je pouvais pas être donc le bouche sur à tous les oreille terrains. La circulation du bouche à oreille et datant entre autres des graines plantées en ayant été la collaboratrice. Ouais, c'est ça. En fait, ça suffit à apporter, j'allais dire, un volume d'affaires qui est suffisant. Et puis, si on veut bien les traiter, faut pas non plus trop en prendre. Donc, en tout cas, c'était suffisant à générer un chiffre valable, j'allais dire, pour ce petit pan-là du droit du cabinet. Donc, Et donc, démission, et là, cette fois, foutez-moi la paix, je m'installe toute seule. Je veux plus et là, je ne veux plus voir personne. Ouais. Je n'aime plus personne. Du coup, installation tranquille ici. Quand j'ai démissionné de mes fonctions d'associé chez Druino, j'ai tout de suite cherché dans ce secteur-là pour être près du palais de justice, puisqu'on était à la période où l'ancien palais de centre-ville allait déménager pour intégrer ici l'ancien lycée des Feuillants. Donc j'ai tout de suite cherché des locaux, j'ai tout de suite acheté mes locaux et du coup gros acte de confiance tout de suite. Toujours un peu comme pour commissaire, quoi. Toujours, quoi, sans problème. Et voilà, la seule crainte que j'avais, c'était de travailler seule, ou en tout cas d'être seule au quotidien. Travailler seule sur les dossiers, je veux dire, je peux un temps m'en contenter, même si l'échange est toujours utile. En revanche, vivre seul et travailler seul toute la journée et pas avoir quelqu'un avec qui parler, échanger, ne serait-ce que les enfants, la météo et le juge qui nous a enquiquiné, ça me pesait. Donc j'ai cherché à sous-louer des bureaux à d'autres anciens collaborateurs qui s'installaient. Et donc j'ai trouvé deux consoeurs très sympas qui ont accepté de rejoindre les locaux. Voilà, donc on partage à 3 les bureaux. Ok, et je sais pas, alors assez de confiance pour vous lancer dans l'achat de locaux, mais des appréhensions sur cette installation ou juste Et on n'a même pas reparlé du fait que vous partiez pour être commissaire, ensuite vous êtes devenue avocate par dépit, et puis finalement tout ça, le plaisir intellectuel l'a emporté. Enfin, comment vous êtes même pas reposé la question, enfin. Alors, je me suis pas reposé la question. En revanche, par moment, je me dis, c'est quand même un métier de con. Je suis sûre que j'aurais pas eu ce problème si j'avais été flic. Et d'un autre côté, quand je vois les enquêteurs que je côtoie, du coup, dans le cadre de l'activité pénale, mais vraiment, je les envie tellement pas que je me dis que ce choix qui n'en était pas un, c'était la bonne décision. Je suis vraiment mieux, je pense, avocat que policier, à n'en pas douter. Okay. Surtout au statut d'inspecteur, alors peut-être pas commissaire, mais au statut d'inspecteur, c'est vraiment, vraiment difficile, quoi. Ouais. Et donc, pour en revenir à votre installation, du coup, ça y est, lâché dans le grand bain, quoi. Plus de structure, plus d'associés. Voilà, la paix. Et donc là, ça fait combien de temps ? Alors, c'était en septembre 202018, donc ça fait presque 2 ans. Comme fleur d'avocat. Et ben voilà, 2 ans. 2 ans, c'est l'âge c'est la maturité. N'est-ce pas ? Et alors ? Retour d'expérience depuis ces 2 ans, comment vous avez géré cette installation ? Eh ben c'est super, hein. Moi je trouve ça génial. En fait, je trouve qu'on acquiert une paix morale de ne plus avoir à se justifier de tel choix ou de telle décision, ou pourquoi la carte de visite elle est grise et pas blanche, enfin des trucs absurdes parfois, des prises de bec qui étaient incroyables. Cette liberté de faire et d'agir, moi, ça m'épanouit complètement. En fait, je trouve que notre métier est déjà suffisamment schizophrénique. On passe notre vie à être contredit. C'est notre métier.
Je dis blanc, mon adversaire dit noir. Sinon, j'aurais pas d'adversaire et il y aurait pas de procès. Donc, de toute façon, toute l'année, il y a quelqu'un pour me contredire. Et toute l'année, il y a un tiers qui va essayer d'arbitrer ça, en me donnant partiellement tort et partiellement tort à l'autre, globalement. Jugement de Salomon, c'est quand même ce qui dicte, c'est la dogmatique de notre justice. Donc, du coup, je me dis, si je peux, à côté de ça, au moins dans mon organisation à moi, ne pas être contredite, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Là, j'ai la paix. Moi, je me contredis jamais. Je suis une meuf super, je suis pas totalement schizo. Quand j'ai dit, tiens, je vais faire blanc, je fais blanc. Alors, peut-être que 15 jours après, je me dis, t'aurais dû faire gris. Tu t'es un peu emballé. Mais sur l'instant, j'ai pas cette notion de contradiction. Et je trouve que c'est reposant intellectuellement. Quand je rentre chez moi, je me dis pas, là, je me suis encore pris la tête sur, je sais pas, une bêtise, l'aménagement du bureau ou le recrutement d'un tel ou un tel. Je me suis pas pris la tête. J'ai fait mon job. Bien ou mal, parfois je suis pas contente de ce que je fais. Mais j'ai pas eu cette prise de bec d'organisation de ma journée. Et ça, franchement, c'est hyper reposant. Très reposant. Surtout quand le soir, il faut gérer les enfants, avec tout ce que ça comporte, de prise de bec sur l'organisation. Voilà, je les ai à la maison, au moins je les ai pas au travail. Ouais. Et parmi ces choses où vous avez fait blanc, et puis un petit peu plus tard, vous vous êtes dit peut-être que j'aurais dû faire gris, il y en a quelques-unes qui ressortent... Il y en a souvent. Hein. Il y en a souvent. En fait, après coup, moi, j'ai ce travers de donner toujours l'impression que je suis sûre de moi. Et à force d'y réfléchir, de me dire, mais t'es vraiment une conne. Et du coup, au bout de 15 jours, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Alors moi, je suis toujours en train de débriefer, y compris avec les magistrats. Après une audience, le lendemain, j'y vais, je fais, non, mais qu'est-ce que j'ai dit là? On a déconné là, on n'aurait pas dû faire ça et tout. Et j'adore avoir leur point de vue parce que bienveillant, hein, je vais pas chercher celui qui va me scalper, mais avoir le point de vue de quelqu'un qui me dit mais non, ça vous aviez raison, ça c'était pertinent. En revanche, ça vous êtes allé trop loin parce que vous aviez pas de billes, vous auriez pas dû. Et l'apprentissage en fait qu'on fait de se nourrir du regard des autres, ça c'est efficace, ça a un sens. Et c'est pour ça que je dis oui, 15 jours après, je me dis non, t'aurais pas dû faire ça quoi. Mais c'est tout le temps, c'est le but de notre métier. Si on progresse pas, on l'arrête, quoi. Enfin. Oui, non. Et puis du coup, c'est exactement comme vous l'avez dit. C'est pas genre vous faites blanc et puis ensuite vous vous dites j'aurais dû faire noir. C'est ou gris. C'est vous faites blanc et puis vous vous dites comment est-ce que j'aurais pu faire blanc mieux. Et puis en parlant pour aller chercher justement des regards extérieurs de personnes en plus qualifiées, compétentes et légitimes pour en donner un. Finalement. C'est un côté qui fait progresser, quoi. Ouais, c'est en tout cas l'objectif. Après, c'est difficile, je trouve, quand on est avocat seul, de s'auto-critiquer. C'est évidemment plus difficile de se dire, là, t'as vraiment été nul. Sur l'instant, si on le fait, c'est qu'on pense que c'est bien. Donc, en fait, le regard qu'on a, il est toujours d'après coup. Après coup, est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'était sauvable? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Voilà. Donc, je suis obligée de faire dans l'après et donc dans le débrief quoi. Si j'avais je peux pas dire un formateur ou un associé qui est avec qui je puisse échanger sur les dossiers, j'aurais cette confrontation avant et on pourrait progresser ensemble. Là je l'ai pas, donc du coup je suis forcément dans l'après. Ça c'est un peu regrettable quoi. Et vous avez jamais cherché parce que ça on en parlait par exemple avec Aurélien qui disait voilà, moi, quand j'ai des pépins sur des dossiers, enfin, pas des pépins, mais même avant que ce soit des pépins, des dossiers sur lesquels, là, je prendrais bien un regard extérieur quand même, avant de prendre une décision sur ma stratégie ou sur tel ou tel positionnement et tout. En fait, voilà, on se passe des coups de téléphone et de toute façon, c'est mutuel et de toute façon, on est tous en recherche de ces relations qui nous permettent de réfléchir à voix haute, d'être un peu défier dans nos raisonnements et puis de briser une certaine forme de solitude intellectuelle aussi. Enfin, je veux dire, dans l'exercice, quoi. C'est pas quelque chose que vous avez trop mis en œuvre ou... Alors, j'essaye de le trouver auprès de certains, mais en fait, hormis, j'allais dire, Lionel Béthune, qui est une vraie référence intellectuelle, je n'ai pas assez d'estime pour un ou deux ou trois confrères en particulier pour me dire, lui, c'est sûr, il va avoir le bon regard, le bon axe, la bonne stratégie. Bien sûr, on échange avec des confrères sur les dossiers, mais je trouve rarement quelqu'un qui va me convaincre que son idée est la bonne. Du coup... quand je suis interrogée par des confrères qui me disent voilà, je sais pas, machin, tu peux m'aider, j'aide toujours, mais moi spontanément j'appelle peu. Ouais. J'appelle peu.
je suis pas convaincue en fait par les réponses qui me sont apportées et du coup je me dis bon ok tu vas perdre un quart d'heure, ça servait à rien, allez lâche ton téléphone. Okay. Recherche sur Lexis, tu vas trouver mieux. Sans offense pour les confrères. Sans offense pour personne. Non, en plus l'une des particularités de notre matière c'est quand même que pour arriver à une réponse pertinente, il faut exposer tout le dossier, il faut y consacrer du temps, il faut que le confrère il accepte aussi de libérer un quart d'heure, une demi-heure, peut-être plus pour répondre. Et moi j'ai pas très envie non plus de leur nuire ou de leur flinguer leur demi-journée. Voilà, on le voit sur Facebook, il y a tout un tas de groupes d'avocats par thème. Voilà, quand on voit les confrères, ils disent voilà j'ai une question en 3 lignes, ils exposent leurs problèmes. Quand on voit j'allais dire la liste de potentielles réponses, on se dit mais pauvre gars quoi, t'as tout le code pénal quoi. Je sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais en fait il faut vraiment prendre le temps d'exposer les choses pour que le confrère puisse prendre le temps d'y réfléchir et puis apporter la meilleure réponse. Donc tout ça prend du temps à tout le monde et ça demande de l'investissement. Moi je veux pas ennuyer, voilà. D'accord. On va essayer d'éviter de faire chier tout le monde. Il y a cette appréhension. Ça se trouve, ça les ferait pas chier, hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Le brainstorming, je sais pas. C'est vertueux pour tout le monde. Mais après. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, voilà, je trouve que c'est toujours ennuyeux de déranger les gens et voilà, en l'occurrence, voilà, Aurélien, une fois, je lui ai demandé un truc sur une QPC. Il a fait un truc il y a pas longtemps là, qui était chouette, qui a bien fonctionné, qui était intéressant sur le délit de réitération du confinement. Il m'a dit ouais, je te l'envoie, machin, mais il est toujours à la bourre, je l'ai toujours pas reçu et voilà, c'est pas de sa faute. Et puis voilà, il a zappé comme moi je pourrais zapper. J'ai sûrement zappé 1000 demandes de confrères, mais parce qu'on court un peu partout et que j'ai pas envie de lui faire un mail genre sauf erreur je n'ai pas reçu, voilà. Non mais il me l'a redit l'autre jour, il me dit ouais je sais que je t'ai zappé, je dis bah ouais t'inquiète c'est pas grave, enfin il me l'enverra quand il aura le temps de me l'envoyer et puis voilà, je veux pas, mais il y a de toute façon en droit pénal il y a peu de confrères à Poitiers dirais-je sur la matière. Et puis Angoulême il y a deux spécialistes. C'est de toute façon un mouchoir de poche, hein. Le nombre de personnes clés qu'on peut appeler, c'est pas énorme quoi. Ouais. Et revenons-en du coup à cette histoire de clientèle. Est-ce que du coup depuis que vous êtes installé, c'est encore le ruissellement d'Angoulême et puis maintenant le bouche-à-oreille qui je suppose que fonctionne. C'est quoi du coup vos domaines d'intervention type maintenant dans votre activité, c'est quoi maintenant? Alors, mes domaines d'intervention, ils sont très peu nombreux. Il y a le droit pénal, en défense ou en victime. Il y a l'indemnisation de préjudice corporel, qui est ma matière phare au plan intellectuel. C'est ce qui me plaît le plus depuis les 5 dernières années. J'ai fait un DU pour ça. Voilà, je me suis formée, dirais-je, là-dessus. Ça me plaît énormément. Et le troisième domaine qui me plaît beaucoup moins, mais que je fais quand même parce que c'est souvent un second couteau du droit pénal, c'est la famille. Famille, assistance éducative, juge des enfants, voilà. Pourquoi second couteau du droit pénal ? Parce qu'en fait, ce sont des dossiers que je vais prendre que parce que ils sont la résultante d'une situation pénale. Voilà. Ces dossiers-là, je les aurais pas eu, les clients auraient pas frappé à ma porte en disant tenez, il paraît que vous faites du droit des mineurs. Non, ça c'est sûr que non. Je garde le dossier parce que il est une conséquence, dirais-je, administrative d'une situation pénale, quoi. Voilà. Donc ça, j'en ai pas mal de fait, mais c'est pas nécessairement mon champ de compétences indiqué. D'ailleurs, sur mon site internet, je parle pas de droit de la famille. Je le promeux pas. J'en fais, mais c'est pas. C'est une manière de continuer à accompagner vos clients. Exactement, oui. Mais voilà, une violence conjugale, ça va finir devant le JAF pour gérer le sort de la résidence des enfants. Et donc évidemment, je vais pas laisser partir le client en lui disant non, moi je fais que la moitié du job. Allez voir ailleurs. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre que une spécialisation et un positionnement par rapport à des clients, c'est pas nécessairement dans une matière. Ça peut être dans le type de personnes qu'on accompagne. Et en l'occurrence, vous accompagnez des personnes qui se retrouvent face à une problématique pénale. Dans leur problématique pénale, qu'elles soient victimes ou qu'elles soient
potentiel auteur. Et puis dans la poursuite, les conséquences que ça peut avoir. Et j'imagine que la réparation du dommage corporel, c'est pareil, c'est très lié à l'activité pénale. Vous faites, est-ce qu'on vient vous voir pour une erreur médicale, civile ou administrative, par exemple? Alors oui, mais c'est quand même résiduel. Ouais. Et ça, ce sont des dossiers qui viennent un peu au gré des publications que je peux faire. Par exemple sur Facebook, en disant voilà, telle indemnisation obtenue. Tout de suite, les gens sont pas attirés par le côté fait divers du truc, mais quand même ils voient que il y a eu une belle réussite sur un dossier, donc ils accordent leur confiance comme ça. Mais effectivement, le préjudice corporel, ça vient souvent parce que la personne a été victime d'un accident de la circulation, qu'elle reçoit une convoque, une avis à victime pour lui dire bah voilà, votre auteur de l'accident est poursuivi pour conduite en état alcoolique et blessure involontaire. Que souhaitez-vous faire? Et en général, c'est là que l'avocat, intervient, et de par la saisine de l'avocat se saisit aussi du volet indemnitaire pour pas que les gens signent des PV de transac avec des assureurs à 10 000 euros, là où ils auraient droit à 100 000. Mais c'est effectivement subsidiaire au pénal. En fait, le pénal, comme c'est mon cœur de métier et mon marquage, c'est par là que les autres contentieux viennent. Okay. Mais en fait, tout ça, moi, c'est un terme qui m'est propre, c'est fourre-tout, mais pour moi, tout ça, c'est du droit des personnes, en fait. Quand on touche à la personne, il y a effectivement différents domaines qu'il faut savoir tripatouiller et manœuvrer pour pouvoir satisfaire le client dans les différents aspects de son dossier, quoi. Oui, mais c'est pas non plus comme si vous vous positionnez en droit des personnes. Vous vous positionnez en droit des personnes liées à des situations pénales. Parce que la famille n'est pas mon cœur de métier. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, ça pourrait être aussi droit des étrangers, ça pourrait être aussi, le droit des personnes, il y a énormément de choses qui en fait sont pas forcément des choses que vous avez envie de promouvoir, quoi. Et vous avez parlé de Facebook, ça marche bien Facebook pour développer sa clientèle? Non, c'est une vraie question. Je ne sais pas si ça marche bien. À une époque où j'avais le temps de m'y consacrer, je mettais pas mal de publications sur des petites évolutions législatives, des trucs un peu sympas. L'idée était pas forcément de présenter la loi, mais plutôt de la lire de manière caustique. De toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt de présenter la loi. Ouais, non. Et puis, en fait, c'était plutôt de dire, bah voilà, on en parlait sur tel dossier il y a 6 mois, ça avait pas marché. Bah voilà, là, ça aurait marché. Ou de faire des petits rappels avec ce que j'avais pu publier avant, ou de dire à quel point cette réforme était complètement conne, ou sans le dire comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est quand même un peu de vulgariser et puis de l'analyser, mais c'était très sommaire. Et j'aimais bien cet exercice-là, mais il faut du temps en fait pour s'y consacrer, et ça fait un moment que je crois que je n'ai pas publié sur Facebook. Mais est-ce que vous aviez vu des résultats? Non, objectivement non. Non. Objectivement, vous avez pas. Objectivement, j'ai pas un client qui me dit bah si, bien sûr, je suis venu parce que j'ai vu votre publicité Facebook. Non. Ok. Non, un article de presse, oui. Article de presse. Ouais. Et d'autres publications où vous voyez des résultats? Non, alors j'ai reçu, quand j'étais chez Druino, on faisait des publications sur via le réseau Eurojuris, dont le cabinet était membre, et là on reçoit beaucoup de demandes via Eurojuris, du coup, sur des articles qu'on a publiés. Moi, pas spécialement, mais le cabinet dans son ensemble recueillait pas mal de demandes de clientèle, ouais, okay. Sur des articles techniques. Donc c'est intéressant. Eurojuris, c'est quel type de média? Quel type de réseau? C'est un réseau d'avocats et d'huissiers à l'échelle nationale et européenne. Et l'idée, c'est de se faire travailler ensemble dans le réseau. Quand on a besoin d'un huissier dans le 92, on check sur le réseau et puis on lui envoie le dossier. Et puis au départ, c'était un réseau de postulants, tout simplement. Et vous êtes encore dans des réseaux? Non. Non, parce que Eurojuris, c'était le cabinet de Druino. Et puis, je crois que tout ça, c'est tarifé. Je m'en étais pas occupée, mais tout ça, ça doit être payant. Donc aujourd'hui, non, pas du tout. Non, j'avais fait un peu le BNI, qu'on s'appelle Business National, je sais pas quoi, enfin un truc, il fallait être à 7h30 du matin à Angoulême. J'ai fait waouh, je vais pas y arriver. Donc effectivement, ça j'ai pas poursuivi, même si c'était intéressant. C'était peut-être un poil trop business, un poil trop finance. On comptait un peu trop ses sous.
mais la consoeur que j'avais remplacée était fort aigrie, que je lui ai pris sa place, donc je pense que ça rapporte énormément d'argent. Voilà. Je pense qu'elle a gagné beaucoup de sous. On en a parlé avec deux invités du podcast déjà, Laurence Duval et Camille Maugan, qui sont toutes les deux dans des BMI. Je vous vois sourire. Ouais, je vous vois sourire au nom de Camille Maugan, donc j'imagine que vous connaissez. Je dis rien. Donc voilà, qui sont dans des BNI et qui racontent un petit peu plus précisément le fonctionnement, etc. Donc ouais, ok, donc pas d'autres réseaux pour le moment, donc vraiment que... Non, pas de réseau. J'avais été approchée par un réseau de femmes entrepreneurs que j'avais trouvé très sympa dans l'approche. C'était ça faisait un peu groupe de parole, c'était mignon. Et ça avait la même vocation que le BNI, c'est-à-dire l'idée c'était de se promouvoir les unes les autres. C'était que des femmes, donc j'aimais bien le concept, mais il fallait, je crois, être débutant, avoir moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, il y avait vraiment des conditions un peu strictes. C'était pour promouvoir les jeunes entrepreneuses. Donc d'abord, je rentrais pas dans les clous, et puis ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui était une bonne nouvelle pour moi. Et puis c'était très focalisé sur les femmes artisans. Donc les conceptrices de bijoux, il y avait une boulangère, il y avait, voilà, c'était que vraiment des métiers de proximité. Pas forcément en plus des personnes qui seront trop exposées au pénal, je sais pas. Pas forcément trop exposées au pénal, et puis auxquelles je pouvais rien apporter non plus, parce que dans ces réseaux-là, l'idée c'est plutôt d'y installer un avocat qui fait du droit des entreprises pour aider ces gens-là à faire des statuts, leurs déclarations, les orienter vers le bon expert comptable. Et moi, du coup, j'avais pas d'atout à leur vendre en plus. Voilà, c'était aussi sympa que ça a été, malheureusement. Ni pour elle ni pour moi, ça ne pouvait nous apporter grand-chose. Non, donc, mais c'est une bonne réflexion de rappeler que le réseau, je veux dire, l'idée c'est que ça apporte des parties. Ah bah oui, c'est ça. Et ok, donc bon, la bonne nouvelle c'est que quand même avec finalement des actions de développement assez minimalistes, ça tourne bien, puisque hors les clous des fameux 100 000 euros pour cette association en l'occurrence. Donc... Ouais, c'était à l'époque, hein, ça veut pas dire que c'est toujours le cas maintenant, mais ça veut pas toujours dire que c'est le cas tous les ans, mais non, enfin, alors je sais pas sur quelle planète je vis, mais effectivement j'ai pas d'opération de démarchage particulière, mais les audiences suffisent, la presse suffit, le bouche à oreille suffit. Là, la dernière semaine avant mes vacances, j'avais une audience absolument rock'n'roll, c'était dantesque. Enfin, je me suis rappelé pourquoi j'étais avocat, quoi. J'ai passé 6 heures de rêve face à un mec qui était complètement cintré, qui a essayé de nous agresser, qu'il a fallu que les gendarmes arrêtent. Enfin, c'était pathétique, le type était fou. Et il y avait le directeur, je sais pas comment on dit, enfin le chef de la sûreté des gendarmes à l'échelle départementale, qui est venu me voir. Il me dit je vous ai jamais vu. Je dis moi non plus. Mais je dis vous êtes qui? Et tout, il me dit je suis le chef de la sûreté départementale de la Vienne. Je dis bon, ok, super. Et on n'a pas d'accent dans la Vienne. Les gendarmes ils sont mutés, alors il est pas forcément de la Vienne. Et il était tout à fait sympathique. Puis il me dit franchement vous avez bien plaidé et tout. Je dis merci, c'est gentil. Il me dit oui, donnez-moi votre carte et tout. J'ai rien fait, j'ai fait mon job. En plus c'était une audience à mourir de rire. Moi je pourrais même payer pour y aller tellement c'était génial. Et voilà, j'allais dire ça suffit, en tout cas pour l'instant. Pour l'année prochaine, si je vous rappelle en pleurant, ça marche plus. Je sais pas. Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu un impact du confinement? Non. Non, j'ai vu un décalage horrible de trésorerie qui a fait que après moi j'ai un peu cumulé. En plus j'ai fait donc congé mat fin 2019, j'ai fait grève pendant 2 mois, j'ai fait Covid pendant 2 mois et demi. J'en ai un peu chié des ronds de chapeau sur le plan de la trésor, mais en fait ça a juste fait un décalage. Juin, juillet, ça s'est rattrapé. Ce qui avait pas été facturé parce que c'était pas fait, a été fait plus tard, facturé plus tard, payé plus tard. Bon, je peux pas dire que j'ai subi. Après, moi, ce qui me rend dingue, c'est de voir que on a droit à rien parce qu'on n'est pas assez petit pour avoir droit aux allocations diverses et variées ou aux fonds de garantie, et en même temps on n'est pas assez gros pour avoir une trésor qui nous permet de tenir, et donc entre les deux on dit je sais pas, passe le temps quoi, profite, il fait beau, on va voir les enfants. Ouais. C'est un peu assommant de toujours se dire qu'on est médian
On est trop petit et pas assez gros et on a droit à rien, mais c'est pas grave. Et est-ce que vous auriez envie de grossir ? Moi, j'aimerais trouver un associé ou une associée qui fasse le droit de la famille pour pouvoir présenter une plus grande complétude dans les compétences. Parce que moi, je suis pas du tout spécialisée quand même en famille. Je le fais, mais je pense pas avoir le talent de certaines de mes consoeurs, notamment. Quelqu'un qui soit plus à même d'être technicien sur la matière et qui ait aussi, j'allais dire, une appétence pour le pénal pour pouvoir aussi avoir une amplitude horaire, ne pas courir partout. Enfin, je sais pas ce que vous a dit Aurélien, mais quand on doit être à Mont-de-Marsan en même temps qu'à Blois et en même temps qu'en garde à vue à Poitiers, enfin, il y a un moment, je me demande comment c'est possible, quoi. Et encore, Aurélien n'a pas d'enfant et moi, je peux pas, quoi. Moi, après 18h30, ma journée, elle se convertit en autre chose, donc j'aimerais avoir quelqu'un qui puisse être un renfort et intellectuel et sur la gestion de l'agenda, quoi. Et alors, parce que Fleur d'Avocat a déjà mené à des mises en relation extraordinaires. Attention, agence matrimoniale Fleur d'Avocat. Non, mais je rigole pas. Je pense notamment à Élise Fabing qui a recruté 2 collaboratrices grâce au podcast. Donc, franchement. Bien joué. Voilà. Ce serait quoi l'associé idéal? On a compris une technicité en droit de la famille et une appétence quand même pour le domaine pénal, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Après, je pense que c'est des coups de cœur de personnalité, mais si tu es jeune, dynamique et motivé, non, je vais pas savoir faire la promotion du poste idéal. Je crois qu'il faut effectivement rencontrer les gens, savoir si ça peut matcher. Moi, je fonctionne qu'au feeling. Le CV parfait, il me dira rien, quoi. Il sera même trop parfait pour me plaire. Enfin. Non, je peux pas cibler. Donc, avis à ceux qui auront un coup de cœur pour pour l'interview de Anne-Sophie, vous savez que si vous faites du droit de la famille et que vous aimez Poitiers et que le droit pénal vous intéresse, peut-être si après le confinement vous cherchez une maison pas chère au vert. Poitiers n'est pas cher. Et c'est une ville très mignonnette. Moi, je défends ma ville de naissance quand même. Alors, avant de partir sur l'agence matrimoniale Fleur d'Avocat, je voulais poser la question de la facturation et du rapport aux honoraires et de ce vaste sujet quand même hautement psychologique. Ah bon? Qui est, est-ce que ça s'est bien passé? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez éprouvé des difficultés particulières à envoyer des factures, à déterminer vos tarifs, Aucune. C'est trop bien. Jamais. C'est vrai? Je sais pas pour qui c'est un problème, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est un problème. Si ce n'est peut-être pour le jeune avocat qui aura un problème de posture en taux horaire, par exemple. Ça, je comprends qu'on ne sache pas quand on est jeune combien de temps ça va nous prendre, quel est le bon taux horaire, quel est notre taux de recouvrement et ainsi de suite. Je comprends pour un jeune, mais en même temps, un jeune, s'il est collaborateur, il a pas de charge. Hein. Je veux dire, bon, très peu. Ses charges sociales personnelles, ça va. Au-delà de ça, j'allais dire, au-delà de cette question de détermination quand on est jeune, au bout de 3-4 années, on sait précisément combien de temps on va mettre par dossier. On sait précisément quel est notre taux de charge. Il n'est pas très difficile à établir quand on a une profession libérale. Bon, on a peu d'amortissement. Enfin, moi, si je regarde ce que j'ai autour de moi, je veux dire, j'ai rien qui est sujet à amortissement. J'ai acheté un PC, super. Comptablement, il passe peut-être en 2 ou 3 ans, j'en sais rien sur le plan fiscal, mais je l'ai pas pris à crédit. J'ai pas de charge. Si, j'ai mon loyer et mes charges sociales. Donc bon, c'est pas difficile de savoir combien il faut que je rentre par mois pour au moins arriver à un point d'équilibre. Après, je connais pas de client qui m'ait un jour dit mais si, c'est évident que vous devez travailler gratuitement. Je crois que c'est très clair. Tout travail mérite salaire et j'ai pas ou peu quasiment d'impayés. Vraiment, je suis vernie sur ce sujet. Peut-être aussi parce que je suis très cash ou très transparente avec les gens, mais je pense que moins on a de doutes là-dessus et moins le client en a. Enfin. Ouais, après, il va y avoir un transfert de confiance et d'évidence quand même qui est assez important. Et puis il y a des choses qui pour moi sont assez
déterminante. Le client qui me propose de payer quelque chose au premier rendez-vous, systématiquement, je dis non. Parce que pour moi, le premier rendez-vous, j'ai pas travaillé. J'ai écouté. C'est du temps, mais j'ai pas bossé. Intellectuellement, production, zéro. Enfin, j'ai mon stylo. Voilà. C'est pas du job. Ça fait partie du job, mais j'ai pas fourni de prestations. Donc déjà, je comprends pas bien. L'avocat, il dit, bien sûr, payez-moi une provision de 500 ou de 1000 euros. Bon. C'est peut-être la technique pour être sûr d'être payé. Mais pour moi, c'est pas honnête intellectuellement. À partir du moment où je vais proposer quelque chose, une prestation, une requête, une dépôt de plainte avec constitution de partie civile, je sais pas, le moindre début de prestation, je comprends qu'on appelle un honoraire. Et à ce moment-là, les choses sont très claires. Je produis un projet qui est un projet informatiquement verrouillé. Le client, il en fera rien. Il y a marqué projet en A4, en rouge, en gros. Il y a mon en-tête partout. S'il veut le recopier à la main, il le fera. Mais s'il veut me voler mon travail, il le peut toujours. Mais il le fera pas. Et à partir du moment où j'ai fait quelque chose, là, j'appelle un honoraire. Et je lui dis, conformément à la convention qu'on a signée, j'ai passé 1 heure ou 2 heures, ou c'est intégré dans le forfait si on a choisi un forfait. Mais si on fait quelque chose et qu'on appelle le règlement, les gens, ils payent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, votre subterfuge, c'est que vous produisez, vous envoyez, comme vous dites, le client, il pourrait recopier, machin, nanan, mais en fait, vous lui envoyez votre production sous une forme qui est semi-protégée, quoi. C'est pas genre, j'ai fait le taf, vous me payez, et une fois que vous m'avez payé, je vous envoie le projet. Vous avez trouvé une astuce intermédiaire pour que le client voit que vous avez fait le projet, etc., et puis maintenant, effectivement, appelle l'honoraire. Ok. Et en tout cas, votre retour d'expérience, c'est que vous avez très peu d'impayés et que j'ai très peu d'impayés. Les seuls impayés que j'ai, c'est sur les dossiers de clients qui sont potentiellement mécontents parce que la décision leur a pas convenu, parce que j'en sais rien, moi, parce que j'étais absente 3 semaines cet été et que ils auraient souhaité que je bosse le 15 août. Voilà. L'impayé, il est conjoncturel. Donc il est lié à une situation de blocage. Après, on désenvenime le blocage et puis c'est reparti. Et puis si ça va pas, c'est ce que je dis aux clients. Vous m'avez choisi, je vous ai choisi aussi. Je suis pas forcée de bosser avec vous. Si la condition matérielle, financière vous convient pas et me convient pas non plus, on arrête là. Ils le savent. Donc si ça ne convient pas, on arrête. Mandat. Combien de fois on se fait débarquer par des confrères parce que les avocats, parce que les clients ont changé d'avis. Ils veulent changer d'avocat, on sait pas, il y a pas de raison, il y a pas de motif, il y avait pas d'incident. Bon, les gens sont capables de débarquer leur avocat. Donc l'avocat est capable de débarquer son client. Et vous avez déjà débarqué un client ? Oui. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais non, ça vous arrive, donc c'est pas genre ça vous est arrivé. Non, ça m'arrive 2 fois par an, ouais. Des dingues, des gens que j'arrive pas à canaliser ou auxquels je sais que j'arriverai pas à consacrer le temps suffisant. Là, il y en a une juste avant l'été, une femme très perturbée psychologiquement, qui m'est orientée par Lionel Béthune, merci le beau cadeau, parce que il n'arrive pas à entrer en contact avec elle, il n'arrive pas à la canaliser, il me dit j'ai essayé je lui cale un rendez-vous téléphonique parce qu'elle est en Charente. Et je passe 3-4 heures à l'écouter, je prends des notes considérables, j'en ai 10 pages de notes. Et la situation est cata, elle a été violée plusieurs fois, il y a plusieurs auteurs, ça remonte à 25 ans pour les précédents, les premiers, le truc c'est titanesque. L'auteur principal a déménagé 10 fois, donc je sais qu'il va falloir que j'interroge 10 parquets, le truc c'est une nébuleuse. Et je comprends pas tout ce qu'elle me dit, la dame. Et il y a, pour partie, lié à son souvenir diffus, qui est ancien, des incohérences aussi dans ce qu'elle me dit. Donc, je dis pas que je la crois pas, je dis juste qu'il va falloir que je reconstitue un sacré puzzle, quoi. Je lui dis, ok, madame, j'ouvre votre dossier, je le prends. Évidemment, il est hors de question qu'on parle d'honoraires à ce stade-là, puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai fait que l'écouter. Même si ça m'a pris 3 heures. J'interroge donc le premier parquet, puis le deuxième parquet, puis une association d'aide aux victimes, puis la brigade de Tataouine-les-Bains. J'essaye de reconstituer tout ça. En 72 heures, j'arrive à reconstituer à peu près tout le puzzle. Je sais où a été centralisé le dossier, je sais ce qu'il faut faire pour l'avoir, voilà. Et donc, je lui écris, voilà ce qu'on fait. Surtout vous ne bougez pas. Vous ne faites rien, puisqu'à partir du moment où, vous racontez votre histoire, il y a des choses qui collent pas chronologiquement. Donc, surtout, vous ne faites rien parce que, avant toute chose, il faut qu'on réunisse les pièces du dossier. Et ensuite, on verra ce qui peut vous appeler quelque chose, vous souvenir quelque chose.
Et là, elle me répond que je suis une malade, que je la crois pas, que... Bon, bref, le truc, il y en a 10 pages. Je reçois ça un vendredi soir, je suis chez des copains, je regarde mes mails, il est 1h du mat, je suis, oh la vache, putain, j'ai passé 4 jours quand même, 4 jours à appeler toutes les brigades de Charente-Maritime, de Charente, de Vendée. J'ai envie de la tuer, je suis à moitié usée, pour ne pas dire plus, de ma soirée, et je me fais scuder, quoi. Et elle me dit, oui, reprouvez-moi votre confiance, machin. Elle m'invite, en fait, à faire encore mieux. Voilà, non, quoi. Voilà, je lui réponds, c'est pas possible, madame. Je viens de bosser 4 jours gratos. Je vous ai pas parlé d'honoraires, hein. Gratos, vous me dites que ça vous va pas. Bon, bah, allez. Je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un de mieux que moi. Au revoir. Merci. Voilà. Parce qu'on a une déconnexion, en fait. Et là, c'est pas possible. J'ai eu une fois un auteur aussi comme ça qui moi me faisait flipper. Il venait en rendez-vous au cabinet, il me foutait la trouille, quoi, sur des faits assez graves criminels. Il me foutait vraiment la trouille. Du coup, j'ai dit, écoutez, je suis désolée, je crois que je suis pas la mieux placée pour vous défendre parce que en fait, je crains d'adhérer à la position de la victime, quoi. Voilà, autant que je vous le dise, vous serez pas bien défendu par moi, quoi. Je pense que je vais pas y arriver. Et il m'a dit, mais vous avez raison de me le dire. Merci, maître. Je vous dois combien? Et évidemment, je lui ai rien fait payer, mais voilà, c'est classe. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Non, mais c'est classe qu'il ait demandé, je vous dois combien? Ah non, mais il était super réglo et tout, mais moi, je me foutais la trouille. Il était libidineux et tout, il me foutait trop la trouille. Donc j'ai fait non, là, c'est pas possible. Le mot pas... libidineux, j'adore ce mot. Avec les yeux qui vont avec et tout, tout était parfait, le profil était top. Mais le mec a très bien compris, il n'y a pas eu de problème. Tout comme là, la nana m'a répondu, ok, j'en prends note, au revoir, quoi. Donc dans les deux cas, vous avez même pas tourné autour du pot, vous avez dit, faut pas, les gens, ils ont pas de temps à perdre. Hein. Non, mais c'est encore une fois, ce podcast, c'est à la fois de l'interview de personnalité et puis à la fois plein de tips pour les gens qui nous écoutent. Donc du coup, moi, je chope tout ce qu'il y a à apprendre. Frontal, les gens comprennent bien. Donc basique, sujet, verbe, complément. Ouais, voilà. Non, monsieur, je crains de... Je crains que je vais pas arriver à vous défendre. Je crains que je vais pas y arriver. Je pense que je la crois. J'adhère un petit peu trop au sentiment qu'a probablement la victime en l'occurrence. Donc, après, ça dépend toujours à qui on s'adresse, mais dans la clientèle pénale, je mets à part le pénal des affaires, on a quand même affaire à des gens qui sont souvent de conditions socio-professionnelles plutôt modestes. Plus on prend de pincettes et plus on tourne autour du pot et plus c'est alambiqué et moins on se fait comprendre. Et alors là, moi, je déteste ça parce que pour le client, c'est générateur d'angoisse. Si on veut garder le dossier, on le met pas en confiance. Et si on veut pas garder le dossier, le gars, il va nous envoyer 15 mails parce qu'il aura toujours pas compris. Donc on va perdre, je vais perdre une journée à répondre à chacun de ces mails pour lui expliquer pourquoi. Alors que si c'est basique, frontal, compréhensible et accessible, bah ça met un terme à toute discussion et on n'en parle plus. C'est simple. Enfin, je sais pas moi. Aux étudiants, aux enfants, on leur apprend avec une certaine pédagogie. Bah, moi, je dis aux gens avec les termes qu'il faut pour qu'ils comprennent. Je sais pas si c'est pédagogique, mais en tout cas, j'arrive à me faire comprendre. En tout cas. Mais c'est le principal. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait que notamment parmi les motifs de vouloir vous associer et de faire grossir le cabinet, il y avait aussi une envie de vous alléger parce que à 18h30 commence la deuxième journée qui est la journée des enfants. Alors j'ai pas posé la question du congé maternité quand on est à son compte. Qui est quand même une vaste question, hein, moi, qui ressort assez régulièrement des petits messages qu'on m'envoie. Comment vous l'avez géré? Vous avez transféré vers un confrère ou une consoeur? Vous avez travaillé pendant le congé maternité? Soyons en toute honnêteté avec les... En toute honnêteté, est-ce que l'URSSAF nous écoute? C'est ça le plus important. D'accord. Non. En toute honnêteté, les deux consoeurs qui partagent les bureaux ont assumé la charge. On avait fait un transfert de clé RPVA, voilà, elles ont géré ça. Et moi, de toute façon, j'avais entre guillemets déjà l'expérience de mon aîné, donc j'avais mis à distance, c'est-à-dire que j'explique aux gens qu'à partir de telle date, je serai pas disponible et pas joignable, et que donc leur dossier ne tombe pas dans les oubliettes, qu'il est transféré entre les mains de maître machin et maître machin.
et que, sauf urgence vitale, je reprends le contrôle à partir de telle date. Donc, il y a peu de travail finalement. Quand on anticipe, il y a peu de travail. J'avais écrit aux juridictions pour dire que j'étais absente, que j'étais pas là. Il y a qu'une consoeur à Niort qui m'a fait un coup de Trafalgar en essayant de me faire un incident. JAF. J'étais à la maternité, quoi. J'avais accouché depuis 4 heures. Je check mes mails. Oui, machin, je veux un incident. Peu m'importe l'état d'hospitalisation de ma consoeur. Ah ouais. Sympa. Sympa. Donc, je peux pas dire que j'ai pas eu de travail parce qu'il y a du travail de fond qui doit être fait, mais en fait il est pas fait parce qu'il y a pas d'urgence. C'était anticipé. Les mises en état avaient été reportées au début de l'année 2020. Ça n'avait pas posé de problème. Non. Ok, super. Et donc, pour en revenir à la première question sur la deuxième journée qui commence à 18h30, donc c'est un exemple du fait que c'est possible. Tout est possible, à condition d'avoir 8 bras, 2 têtes et beaucoup d'organisation. Mais tout est possible. Mais non, donc même quand on est avocat, parce que on peut, enfin, je veux dire, encore une fois, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je parle depuis le prisme des messages qu'on m'envoie, hein, disons-le. Mais il y a ce côté où il y a ce qui est possible quand éventuellement on est salarié d'une boîte et que éventuellement c'est un métier qui est moins soumis aux délais de procédure, aux dossiers qui tombent au truc, au machin. Et vous n'avez pas l'air de vous dire que avocat, contrairement à un autre métier, rendrait la chose plus difficile qu'une autre, ou que, en tout cas, enfin, je veux dire, organisation, quoi. Alors, plus dur que le salariat, je pense pas, puisque moi, si j'ai une urgence à l'école, je plaque tout. J'ai pas de compte à rendre. Donc, je pense que j'ai une plus grande liberté en cas de pépin. En revanche, j'ai aussi une plus grande responsabilité à l'égard de mes clients. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces fameux délais, urgences et l'équilibre de la famille. Après, moi, je peux pas dire que je sois rentrée à 18h30, c'est quand même mentir. En plus, ça va entretenir toutes les blagues sur la province qui travaille plus après 17h. Exactement. Ouais, mais non, ça c'est quand même un gros fake, hein, qu'on le sache. Sachez-le, français. Non, objectivement, je pense qu'entre 19h et 19h30, je suis à peu près rentrée à la maison. Et je crois surtout qu'on est bien soutenu. Moi, j'ai des babysitters en or. Voilà, j'ai quand même beaucoup de monde qui s'organise autour de moi pour me suppléer. Là, par exemple, cette semaine, j'avais pas de mari, j'ai mal au dos. Autant vous dire que ça a été l'enfer sur terre. Je peux pas porter ma cadette, donc je peux pas la mettre au lit, je peux pas la mettre dans le parc, je peux pas lui donner à manger. C'était l'enfer, quoi. Mon mari était censé revenir ce soir, ce n'est pas le cas, donc je suis désespérée. Et là, du coup, j'ai personne pour ce soir. Donc voilà, je sais que mettre ma fille au lit va être un enfer et voilà. Mais en théorie, ça s'organise plutôt bien. Voilà, à condition d'avoir des ressources aussi, des hommes et des femmes clés, quoi. Parce que les babysitters du soir, ça sauve la vie. Parce que 16h30 à la sortie de l'école, ça en revanche, c'est pas jouable, hein. 16h30, je pourrais pas. J'aimerais bien, hein, mais je pourrais pas, non. Là, c'est un peu trop demandé. Là, c'est un peu trop demandé. Et du coup, non, mais on a un peu parlé du coup de ce que vous projetiez pour le cabinet dans les prochaines années, le fait de grossir et d'avoir au moins une associée. Vous n'avez pas de collab? Pas de collab. Pas de stagiaire? Pas de stagiaire. Okay. Donc vraiment l'autonomie absolue, quoi. L'artisanat total. L'artisanat total. Une assistante quand même? Non. Non, même pas? Non. Ah ouais. Personne. Je fais mes petits courriers moi-même. Je vais à la poste moi-même. Non, j'adore ça. En fait, comme Laurence Duval. Ce que disait un de mes anciens associés de chez Druno, qui était plein de lucidité et plein d'esprit simple et sain, il disait le droit mène à tout, et en général il disait ça quand il allait chercher un tournevis pour réparer un radiateur qui marchait pas, et je trouve que c'est assez génial de pouvoir se dire j'ai eu du coup des secrétaires, des collaborateurs, des stagiaires, voilà, mais je pense que pour donner de bonnes consignes et pour être entendu et pour avoir un rendu tel qu'on l'attend, il faut aussi savoir le faire.
Le RPVA, c'est un outil à la con. Il y a pas un barreau qui l'a organisé pareil. C'est pas les mêmes items sur toutes les juridictions. C'est imbuvable. Et ben il faut savoir le faire. Faire son courrier, moi voilà, il est là. On est vendredi après-midi. Il y en a 5 ou 6 à poster. Et ben je vais aller à la poste parce que je pense aussi que je dois être autonome pour faire tout ça. Et le jour où j'aurai ma propre secrétaire, si jamais ça arrive. Si elle est malade, si elle est absente, et ben il faut que je sache faire. Ou il. Il. Pardon. Ouais. J'ai pas eu de il. C'était mon grand rêve. C'était mon grand rêve. Dans les cabinets d'avocats, il y a que des nanas. Que des nanas. Et bon, parfois c'est un peu conflictuel. Et on rêvait d'un il. On rêvait d'un il en assistant juridique pour apaiser le harem des meufs. Et on n'a jamais trouvé de il. On n'a jamais eu de postulant il. C'est incroyable. J'adorerais. On va trouver ça. Avis aux auditeurs de Florent. Décidément, on est sur l'atelier recrutement. Non, je trouverais ça super. Et d'ailleurs, on le voit quand on a des collaborateurs. C'est un tout autre niveau d'apaisement, de corporatisme, de joie de vivre. Ils sont plus légers que les collabs filles. Ça change vraiment l'ambiance de tout le secteur, quoi. Ouais, ils se posent moins de questions. Souvent. Ce qui peut être une qualité parfois. Très bien. Et quelle est votre dernière joie, Anne-Sophie ? Dernière joie ? Oui. Oh, ma dernière joie. Professionnelle ? Tout confondu. Ouais, tout confondu, j'en sais rien. Ma dernière joie. Ah si, très simple. 1h40 cette nuit. Ma fille se lève en pleurant. Maman! Bon, ok. Et là, on décide toutes les deux que la meilleure option à prendre, pour elle comme pour moi, c'est de faire une bêtise. Et donc, elle est venue dormir avec moi. Et donc, notre joie à toutes les deux, c'était qu'elle fasse une bêtise. Alors ça, c'est mon grand bonheur quotidien, c'est d'organiser des petites bêtises avec ma fille aînée. Et professionnel, vraiment, mon dernier gros kiff, c'est le débrief qu'on a pu avoir avec la substitut du procureur sur cette audience dont je vous parlais là, qui était tout à fait lunaire, qui a duré plusieurs heures. Le lendemain, quand on est allé quand on a bavardé toutes les deux sur le déroulement de cette audience incroyable, et objectivement, on a passé à nouveau peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure à rigoler de ce qui s'est passé. Et je trouve que quand un avocat de la défense arrive à rigoler avec un parquetier, c'est qu'on est sur la bonne voie. Voilà, en termes de satisfaction professionnelle, je trouve que c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Ah, beaucoup de baskets. Énormément un look de post-adolescent. Les Converse sont-elles toujours trouées ? Les Converse, alors elles ont été jetées tristement pendant le confinement. J'en ai profité pour faire du tri. Et oui, le drame. J'aime que ce soit quand même seulement pendant le confinement. Ah bah oui, mais sinon ça n'arrive jamais. C'est uniquement parce que je m'ennuyais, quoi, qu'il fallait faire quelque chose. Non, énormément de baskets, au plus grand des désarrois de mes confrères qui en général me voient toujours comme ayant voilà 2 ans de bar, un jean inéluctablement, voilà. Et un sweat à capuche, mais ça j'essaye de le cacher, ça se voit un peu sous la robe. On ne dira pas. Mais ça doit être désagréable, non, sous la robe, un sweat à capuche ? Non. Il doit y avoir. Il fait chaud, quoi. Alors il fait très chaud, mais j'ai toujours froid, donc ça va. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Sophie. Avec plaisir, merci.